Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. La vidéo d'aujourd'hui parle des immunoglobulines. Dans ce cours, après un rappel sur la réponse immunitaire humorale spécifique, on va définir c'est quoi une immunoglobuline, sa structure, les bases génétiques de la diversité des immunoglobulines, et puis on va détailler la fonction de chaque classe d'immunoglobulines. Pour commencer, le système immunitaire est divisé en système immunitaire ou la réponse immunitaire innée, dans laquelle des barrières anatomiques, des substances chimiques et des moyens physiques communs à tous les agents pathogènes sont impliqués, ainsi que la réaction inflammatoire qui fait intervenir plusieurs cellules de l'immunité innée. Celle-ci va initier ce qu'on appelle la réponse immunitaire adaptative ou spécifique, qui est divisée en réponse immunitaire adaptative cellulaire, faisant intervenir essentiellement les lymphocytes T, et la réponse immunitaire adaptative humorale qui est basée sur les lymphocytes B. L'activation de la réponse immunitaire humorale aboutit à la production des anticorps qui sont les réels ou les effecteurs réels de cette réponse. On a vu dans le cours des lymphocytes B que la réponse immunitaire humorale peut être dépendante totalement de la présence de lymphocytes T auxiliaires ou helper, c'est les antigènes qui sont dits thymodépendants, comme on peut avoir des antigènes activant la réponse immunitaire humorale indépendamment du help de lymphocytes T, donc ce sont les antigènes thymo-indépendants. De manière générale, la présence des lymphocytes T est nécessaire pour développer cette réponse. À la fin, on aura la différenciation des lymphocytes B en plasmocytes producteurs d'anticorps. Le rôle de ces anticorps produits, c'est d'éliminer les agents pathogènes par différents moyens qu'on va détailler dans ce cours. Pour définir les immunoglobulines, la définition biochimique des immunoglobulines, ce sont donc des molécules de nature protéique. Il s'agit en fait de glycoprotéines. Ils sont retrouvés dans les liquides biologiques. On en distingue 5 classes d'immunoglobulines. Les IgG, les IgD, les IgM, les IgA et les IgE. Pour faire la différence entre les deux appellations anticorps et immunoglobulines, quand on dit immunoglobuline, il s'agit de la définition structurale ou biochimique. Quand on parle d'anticorps, il s'agit en fait de la définition fonctionnelle de ces molécules. C'est-à-dire que l'immunoglobuline a une fonction d'anticorps. Un anticorps, c'est un élément qui reconnaît spécifiquement un antigène. Les immunoglobulines ou les anticorps sont produits par les cellules plasmocytaires qui sont différenciées à partir des lymphocytes B après activation. On les retrouve sous deux formes, la forme soluble dans les différents liquides biologiques et la forme membranaire sous forme de récepteurs spécifiques à la surface des lymphocytes B ou ce qu'on appelle le BCR. Ils sont largement distribués dans les liquides biologiques, on les retrouve dans la plupart des liquides biologiques de l'organisme. C'est les effecteurs essentiels et directs de la réponse humorale. Pour aboutir à la définition structurale des immunoglobulines, cette fameuse organisation structurale en Y, plusieurs expériences se sont succédées au fil du temps pour aboutir à cette, justement, définition structurale. Basiquement, les immunoglobulines sont formées par l'association de deux différents types de chaînes. Il s'agit donc d'une immunoglobuline hétéromérique. Elle est formée par deux chaînes légères identiques. Elles sont désignées par la lettre L pour le mot light, c'est-à-dire légère. Elles sont de nature kappa ou lambda. Et l'association de deux chaînes lourdes identiques désignées par la lettre H pour heavy, c'est-à-dire lourde, qui sont aussi identiques, c'est la chaîne lourde qui va définir la classe d'immunoglobulines IgG, IgA, IgM, IgD ou IgE. Dans une immunoglobuline, on trouve donc cette association entre deux chaînes lourdes identiques d'une part
et d'autre part 2 chaînes légères identiques associées de part et d'autre à chacune des chaînes lourdes. Toutes ces liaisons sont stabilisées par les ponts disulfure, permettant ainsi de donner une structure stable à cette immunoglobuline. Les immunoglobulines ont en fait une structure tridimensionnelle en domaine ou globulaire. Le domaine est défini comme une centaine d'acides aminés associés par un pont disulfure. Ainsi, dans une immunoglobuline, toute la structure de la chaîne lourde et de la chaîne légère est sous forme de domaine ou de globules, ou si vous voulez, des boucles. Ces différentes boucles ont un nombre variable en fonction de la chaîne. Ainsi, sur les chaînes légères, on trouve 2 domaines. Un domaine variable, désigné par la lettre V, et un domaine constant, désigné par la lettre C. Sur la chaîne lourde, on trouve soit 3 domaines constants et un domaine variable, ou bien 4 domaines constants et un domaine variable. En fait, cette différence est en fonction de la nature de la chaîne lourde. S'il s'agit de chaînes légères, de chaînes lourdes de nature mu ou epsilon, c'est-à-dire d'une IgM ou d'une IgE, on trouve 4 domaines constants et un domaine variable. En tout, donc 5 domaines. Pour le reste des classes, c'est-à-dire l'IgA, l'IgG et l'IgD, on trouve 2 domaines variables, un domaine variable et 3 domaines constants. Au milieu de chaque immunoglobuline, on trouve une zone qui est riche en ponts disulfure. Cette zone est appelée la région charnière. Cette région charnière permet en fait la flexibilité de l'immunoglobuline. À noter que cette région charnière est absente sur les immunoglobulines qui contiennent un domaine supplémentaire constant, c'est-à-dire les IgM et les IgE. Quelle est donc cette notion de variabilité, de domaine constant et de domaine variable? Pour comprendre ces notions, on peut citer cet exemple. On a dit que la classe de l'immunoglobuline est définie par la nature de la chaîne lourde. Dans chaque chaîne lourde et chaîne légère, on trouve des domaines constants et des domaines variables. En fait, les domaines variables, ils sont formés au cours du processus de réarrangement génique ou génétique sur chaque lymphocyte B. Un domaine constant va définir la classe de la chaîne lourde et donc la classe de l'immunoglobuline et la classe de la chaîne légère ou l'isotype de la chaîne légère, kappa ou lambda. Ainsi, on peut donc trouver une immunoglobuline de nature dans la chaîne lourde où la partie constante de la chaîne lourde est une gamma. Elle peut être, donc on peut avoir des IgG qui sont dirigés ou qui portent des régions variables différentes. De toutes les façons, on va revenir à cette notion quand on parlera de la base génétique de la diversité des immunoglobulines. Comme éléments faisant partie de la structure des immunoglobulines, des éléments supplémentaires, on peut avoir ce qu'on appelle la chaîne J. La chaîne J, c'est des molécules produites par le plasmocyte. Elles vont assurer l'association des immunoglobulines qui se trouvent à l'état polymérique. En fait, les immunoglobulines sont produites, comme on l'a vu, sous forme soluble après sécrétion par les plasmocytes, ou bien, et avant, elles se retrouvent à l'état de récepteur à la surface du lymphocyte B. Une immunoglobuline peut être sécrétée sous une forme monomérique, c'est-à-dire une seule immunoglobuline, comme elle peut être sécrétée sous forme polymérique, comme la plupart du temps, c'est les IgM et les IgA. Cette forme polymérique, ce sont en fait une même copie d'immunoglobuline qui est stabilisée et assemblée par une chaîne appelée la chaîne J. La chaîne J est produite
elle aussi par le plasmocyte. Une autre molécule qu'on peut retrouver aussi à la surface des immunoglobulines, c'est la pièce sécrétoire. La pièce sécrétoire, c'est en fait une molécule qui est retrouvée sur les immunoglobulines qui sont sécrétées ou déversées dans les sécrétions biologiques. Il s'agit ici essentiellement des IgA, c'est les immunoglobulines sécrétoires. Cette chaîne J, elle permet de protéger les immunoglobulines contre l'attaque qui peut être exercée par les différents enzymes, notamment au niveau des muqueuses. L'IgA, c'est l'immunoglobuline prédominante au niveau des muqueuses, donc les immunoglobulines sécrétoires. Au niveau des muqueuses, lorsqu'elle est déversée dans la lumière intestinale, elle est exposée à l'action de différentes enzymes protéolytiques qui sont présentes naturellement pour défendre l'organisme à ce niveau. La pièce sécrétoire permet de protéger cette immunoglobuline contre l'action lytique de ces différents enzymes. Donc, sur la structure de base des immunoglobulines, ce sont deux chaînes légères et deux chaînes lourdes. La chaîne J est présente sur certaines immunoglobulines polymériques et la pièce sécrétoire, elle est retrouvée dans les immunoglobulines qui se trouvent dans les sécrétions biologiques. Elle permet de protéger les immunoglobulines à ce niveau-là. Comme on a dit, les immunoglobulines ce sont des glycoprotéines, donc des protéines glycosylées. Le degré de glycosylation diffère selon chaque classe d'immunoglobulines. Et cette glycosylation va aussi va donc conditionner la demi-vie de chaque immunoglobuline. Plus l'immunoglobuline est glycosylée et moins sera sa demi-vie. Les expériences qui ont permis d'aboutir à ces conclusions sur la structure des immunoglobulines avec les domaines variables et les domaines constants, ce sont surtout les expériences de Porter et d'Edelman qui leur a valu le prix Nobel de physiologie. Ainsi, c'est eux qui ont contribué largement à cette définition structurale des immunoglobulines grâce à des expériences de digestion enzymatique. Plus dans la progression scientifique avec l'avènement de techniques récentes comme la cristallographie, on a ainsi pu différencier et distinguer la présence de régions variables et de régions constantes dans la structure des immunoglobulines. Ces expériences ont montré que les immunoglobulines montraient deux fragments différents. Un fragment qu'on a appelé le fragment FAB pour binding antigène, c'est-à-dire le fragment spécialisé ou spécifique à la liaison à l'antigène. Pourquoi on l'a appelé ainsi? Parce qu'on a montré ou on a remarqué que ce fragment était largement différent parmi l'ensemble des molécules d'immunoglobulines. Un fragment constant, qui est relativement constant, celui-ci montrait moins de variabilité. Il s'agit en fait du fragment qui est lié à la classe de l'immunoglobuline. Donc tous ces travaux ont contribué à ces conclusions-là. Donc pour récapituler tout ce qu'on a dit, les immunoglobulines présentent une structure en domaine. Cette structure en domaine montre des domaines avec une très grande variabilité, à la fois sur la chaîne lourde et sur la chaîne légère, et des domaines qui sont constants également sur la chaîne lourde et sur la chaîne légère. On a une dualité structurale. Donc ça, c'est la dualité structurelle. La dualité fonctionnelle, c'est que cette structure confère aux immunoglobulines une fonction de reconnaissance liée au fragment
variable spécifique à la liaison à l'antigène et une fonction effectrice qui est portée par le fragment Fc responsable des fonctions biologiques et effectrices des anticorps. Toute cette structure et toute cette complexité structurale a en fait une base génétique bien particulière à ces molécules. En comprenant donc cette base génétique, on comprendra comment comment cette diversité des immunoglobulines est donc présente entre les différentes classes. Donc, on sait que l'organisme peut produire, ou le système immunitaire peut produire jusqu'à plus de 10 puissance 10 immunoglobulines différentes. Quand on dit immunoglobulines différentes, c'est à l'échelle de variabilité de reconnaissance de l'antigène. Tout d'abord, le gène responsable ou les gènes qui codent pour une immunoglobuline sont localisés sur 2 chromosomes différents. Bien sûr, il y a 3 chromosomes en total, 2 pour la chaîne légère et 1 chromosome pour la chaîne lourde. C'est le chromosome 14 pour les chaînes lourdes, le chromosome 22 s'il s'agit d'une chaîne légère lambda et le chromosome 2 s'il s'agit d'une chaîne légère kappa. Le processus de réarrangement de gènes qui s'effectue au cours de la différenciation de lymphocyte B permet d'aboutir à la formation d'un bloc génétique responsable qui va coder pour la partie variable. On va expliquer tout ça. Tout d'abord, on doit revoir quelques notions génétiques de base. La famille ou le gène qui code pour les immunoglobulines présente une certaine particularité. En fait, il y a une organisation qui est un petit peu compliquée par rapport à un gène de protéines ordinaire. En comparant par exemple ce gène à celui de l'albumine qui est en fait un gène simple, le gène de l'albumine, les molécules, le gène de l'albumine code pour la molécule albumine qui est une protéine inchangeable. C'est-à-dire à chaque fois, c'est la même protéine qui est donc transcrite et traduite en protéine. Par contre, on voit que sur le gène des immunoglobulines, on a une organisation qui est un peu particulière. En fait, ils sont organisés en familles multigéniques. Une famille est responsable de la région variable et une famille responsable à ce qu'on appelle le fragment constant. Pour la chaîne lourde, on a 3 familles de gènes, la famille V, la famille D et la famille J, plus la famille génique qui code pour la partie constante. Pour la chaîne légère, on a 2 familles multigéniques pour la partie variable. Donc, la famille multigénique V, la famille multigénique J, plus le fragment constant qui est le fragment C. Alors, on répète. Pour comprendre la complexité de l'organisation génétique des immunoglobulines, on compare cette organisation avec celle d'un gène qui est simple, comme l'albumine. En fait, l'albumine est codée par un gène qui donne à chaque fois la même protéine. Par contre, les immunoglobulines ont une organisation un peu spéciale. Ils sont codés par des familles multigéniques. Une partie de ces familles est spécialisée dans la région variable. Vous voyez les couleurs, les segments V pour la chaîne lourde, les segments D et les segments J.
la partie constante est codée elle aussi par un autre groupe de gènes qui est nommé ou désigné par les lettres C, donc ça va coder pour la partie constante. Pour la chaîne légère, c'est la même chose, sauf que pour la chaîne légère, on a seulement deux familles multigéniques pour la région variable, les segments V et les segments J, ainsi que la famille ou le gène qui code pour la partie constante de la chaîne légère, que ce soit kappa ou lambda. Pour la partie constante des chaînes lourdes, elle est composée de plusieurs gènes, donc C gamma, C alpha, C mu, etc., qui va à chaque fois coder pour un fragment constant différent. Il va différer en fait en fonction du stade de la réponse immunitaire, ce qu'on va voir dans les planches suivantes. Ce qui va contribuer à la formation de l'immunoglobuline, c'est le processus de réarrangement génétique qui s'est effectué lors de la génération du lymphocyte B au cours de la lymphopoïèse B. On a vu ensemble que la lymphopoïèse B passait par plusieurs stades qui se caractérisaient par des changements phénotypiques et morphologiques survenus au niveau du lymphocyte B. Un événement important qui caractérisait ces étapes de maturation était le réarrangement génétique grâce à l'expression des enzymes de réarrangement, bien sûr. Ça touchait les gènes codant pour la chaîne lourde dans un premier temps pour former ce qu'on appelait le pré-BCR. Ensuite, ça va toucher les gènes codant pour la chaîne légère. Pour faire un zoom un peu plus profond sur ce réarrangement génétique, on va donc voir ce qui se passe au niveau du chromosome 14. Lors de la lymphopoïèse B, grâce à des signaux différents au niveau de la moelle osseuse, le lymphocyte B en cours de maturation, ou les précurseurs plutôt, vont recevoir un signal qui va permettre l'expression des enzymes de recombinaison. Ces enzymes de recombinaison vont agir directement au niveau génétique pour faire ce qu'on appelle le réarrangement des gènes. Qu'est-ce qui se passe lors du réarrangement des gènes sur le chromosome 14? Ça, c'est l'organisation génétique du gène codant pour la chaîne lourde de l'immunoglobuline. On a dit en fait que la chaîne lourde de l'immunoglobuline est constituée par des domaines constants ou une partie constante et une partie variable. Cette partie du gène est responsable de la partie variable. Elle code en fait pour la partie variable. Cette partie du gène, désignée par la lettre C, code pour la partie ou le fragment constant. La partie variable est formée par des segments géniques de trois familles, la famille V, D et J. Vous voyez que chaque famille est formée par plusieurs segments. Un certain nombre de segments pour le V, pour le D et pour le J. Quant au fragment constant, le fragment constant lui aussi contient ou renferme plusieurs gènes. Chacun va coder pour un type différent de chaîne. On voit ici la chaîne mu, delta, gamma. On a de gamma 1 jusqu'à gamma 4, alpha et epsilon. Lors du réarrangement du gène, dans un premier temps, et grâce à la présence des enzymes de recombinaison, les RAG et la TDT, un segment D sera pris au hasard et il sera joint ou associé avec un autre segment J qui est pris au hasard. On appelle ça le réarrangement des J. Ce réarrangement des J va permettre donc de choisir deux segments D et J et d'éliminer tous les segments restants.
Dans un deuxième temps, un autre segment V est pris au hasard pour rejoindre les deux segments choisis D et J. C'est le réarrangement V. On aura ainsi, et tout le reste bien sûr sera éliminé, on aura ainsi un bloc de gènes VDJ. C'est ce bloc de gènes qui va coder pour la partie variable de la chaîne lourde. C'est le bloc de gènes définitif qui est choisi et qui va coder pour la partie variable. Alors ce réarrangement va s'effectuer sur le premier chromosome 14 pour former d'abord une chaîne lourde complète. Ce bloc, bien sûr, il sera associé dans un dernier temps avec ce qui reste pour former une chaîne totale, c'est la partie constante. Lors de la formation la génération du lymphocyte B au niveau de la moelle osseuse, le premier segment qui est joint au bloc VDJ, c'est le segment MU. Donc, ça va donner une immunoglobuline d'isotype IgM ou une chaîne lourde de classe M. Parce que là, on n'a pas encore une immunoglobuline entière, on a seulement la chaîne lourde qui a été réarrangée. Ainsi, cette chaîne lourde sera associée avec des chaînes légères de substitution pour former ce qu'on appelle le pré-BCR. Ce pré-BCR sera testé fonctionnellement au niveau de la moelle osseuse pour décider de la suite du développement de ce lymphocyte. Si ce réarrangement, comme il s'agit d'un réarrangement qui s'est fait de façon un petit peu au hasard, il faut tester le produit final. Ce produit VDJ, il faut le tester par une sélection. Il faut d'abord qu'il soit fonctionnel, c'est-à-dire qu'il soit capable de reconnaître une structure antigénique. Et deuxièmement, il ne faut pas qu'il soit autoréactif, c'est-à-dire capable de lier un antigène ou des structures du soi. S'il a réussi ce premier checkpoint ou cette première sélection, ça va permettre de poursuivre les étapes suivantes, c'est-à-dire de réarranger la chaîne légère. S'il n'a pas réussi l'épreuve de sélection de sa fonctionnalité, ici, on a une deuxième possibilité, c'est de partir voir le deuxième chromosome 14. Si le réarrangement au niveau du chromosome 14, le deuxième réarrangement, aboutit à un produit fonctionnel, on va poursuivre les étapes. Sinon, le lymphocyte on n'a pas le choix ici. La cellule va mourir par apoptose parce qu'elle a épuisé les deux chances sur le chromosome 14. Ici, il y a une notion importante qui est qu'on voit à travers l'élimination des segments restants J, V et D, et à travers également la sélection qui s'est effectuée sur d'abord un premier chromosome, ensuite sur un deuxième chromosome. J'ai oublié de dire que si le réarrangement est réussi sur le premier chromosome, il sera automatiquement inhibé ou inactivé sur le deuxième chromosome, grâce à une régulation génétique, bien sûr, sur le deuxième chromosome, sur la région du chromosome 14 qui code pour les immunoglobulines. Pourquoi on doit éliminer tout un deuxième réarrangement? C'est le principe de l'exclusion allélique dont on a parlé dans le cours des lymphocytes B, c'est-à-dire qu'un lymphocyte B n'a pas le droit de réarranger plusieurs gènes codant pour la partie variable. Le réarrangement s'effectue une fois, il va aboutir à un seul bloc VDJ fonctionnel. S'il est fonctionnel, c'est bon. Sinon, on cherche le deuxième chromosome. Sinon, la cellule va mourir par apoptose. Mais aucun deuxième réarrangement sur la chaîne lourde ne sera autorisé une fois qu'on a réussi l'épreuve de sélection au niveau du pré-BCR. Pour le fragment constant, la première fois, c'est le segment MU pour former une chaîne lourde d'isotype M. Grâce à un processus d'épissage alternatif, l'épissage alternatif va permettre d'associer une fois le bloc VDJ avec un fragment avec le gène MU, codant pour la chaîne MU, et une fois il va s'assembler en même temps sur le même lymphocyte avec le fragment constant pour la chaîne delta.
pour former l'IGD de surface. Rappelez-vous qu'au niveau de la rate, le processus de maturation du lymphocyte B a permis d'exprimer l'IGD de surface. Et donc le lymphocyte B exprimait au total l'IgM et l'IGD de surface. Donc là, c'est un autre schéma qui montre ce processus de réarrangement. La partie constante, comme vous le voyez, code pour les domaines constants. Constant H, c'est-à-dire heavy, c'est pour la chaîne lourde. Et le bloc VDJ qui code pour la boucle de la partie variable. Le segment ou la partie variable. Toujours sur la chaîne lourde. Pour la partie constante, bien sûr, les autres gènes codant pour les autres types de chaînes, alpha, gamma, epsilon, sont toujours présents. Ils vont changer lors de la commutation isotypique. Maintenant, on va voir ce qui va se passer sur le chromosome 2 ou 22. Tout dépendra de ce que va réarranger le lymphocyte. Toujours au cours du développement du lymphocyte B, on a fini maintenant avec le réarrangement de la chaîne lourde. Ça a permis d'exprimer le pré-BCR qui est une chaîne mu associée avec deux chaînes légères de substitution. On passe maintenant au réarrangement de la chaîne légère. Une chaîne légère sur l'immunoglobuline peut avoir soit un isotype kappa ou bien un isotype lambda. On ne peut jamais avoir un lymphocyte B exprimant deux chaînes légères de nature différente. Elle est soit kappa, soit lambda. Comme les deux chaînes légères, on a deux types de chaînes légères différentes. Kappa codée par le chromosome 2 et lambda codée par le chromosome 22. À noter que au sein de la population des immunoglobulines présentes au niveau du sang d'un individu, on a un rapport kappa lambda qui est égal à 2, c'est-à-dire 2 fois plus de kappa que lambda. Le premier chromosome qui est réarrangé lors de la maturation du lymphocyte B, c'est le chromosome 2, c'est-à-dire kappa. Si ce réarrangement est productif, c'est bon, sinon on passe au deuxième chromosome kappa, sinon on va vers la chaîne légère lambda. Le réarrangement des gènes codant pour la chaîne légère s'effectue de la même façon que la chaîne lourde, grâce à l'expression des enzymes de recombinaison. Un segment V est assemblé avec un segment J. Là, on n'a pas le segment D comme pour la chaîne lourde. Ensuite, ça va former le bloc de gènes qui code pour la partie variable de la chaîne légère et qui sera associé au gène codant pour la partie constante de la chaîne légère, soit kappa, soit lambda, pour donner enfin le gène définitif qui va coder pour la protéine. Ça, c'est un autre schéma qui simplifie ce réarrangement. Vous voyez, un segment V a été pris au hasard et associé avec un segment J pris au hasard. Ce bloc va coder pour la partie variable. La partie constante de la chaîne légère est assemblée avec ce bloc formé et ça va donner la chaîne légère complète, soit kappa, soit lambda. Donc, toujours dans le principe de l'exclusion allélique, il concerne aussi bien la chaîne lourde que la chaîne légère. Un lymphocyte n'a le droit d'exprimer qu'une seule partie variable pour la chaîne lourde et qu'une seule partie variable pour la chaîne légère. C'est-à-dire que le réarrangement s'effectue au niveau du gène codant pour la chaîne lourde une fois sur le premier chromosome 14. S'il réussit ce réarrangement, c'est bon, sinon on passe au deuxième allèle, sur le deuxième chromosome. S'il réussit, c'est bon, sinon la cellule va mourir par apoptose. Dans le cas où le réarrangement était productif, on passe
au réarrangement de la chaîne légère. Il va concerner le premier chromosome codant pour la chaîne légère de nature kappa, c'est-à-dire le premier allèle du chromosome 2. S'il réussit, c'est bon, sinon, il va concerner le deuxième chromosome codant pour la chaîne légère kappa. Si c'est bon, il continue, sinon, il passe au chromosome 22, le premier allèle du chromosome 22. Si le réarrangement sur le chromosome 22 est productif, c'est bon. Sinon, il passe au deuxième chromosome 22 pour réarranger la chaîne légère de nature lambda. S'il réussit, c'est bon, il continue. Sinon, la cellule ici va mourir par apoptose parce qu'elle a épuisé toutes les chances d'un réarrangement productif. Alors, on estime que pour les différentes combinaisons possibles VDJ et VJ, on a la possibilité de générer plus de 10 puissance 10 spécificités BCR différentes et plus de 10 puissance 18 spécificités TCR différentes. Donc, c'est un chiffre énorme qui reflète la diversité des anticorps qu'on trouve au niveau de l'organisme et ça va expliquer la couverture par les anticorps des différents agents pathogènes que l'individu peut rencontrer au cours de sa vie. Comme ce processus se fait de façon aléatoire, il est possible qu'il aboutisse à un réarrangement autoréactif ou encore un réarrangement défectueux ou non fonctionnel. Ainsi, on a dans plus de 90% des cas un réarrangement qui va se solder par un échec. Et seulement dans 10% des cas, un réarrangement productif et fonctionnel qui va permettre au lymphocyte B de poursuivre ses étapes de maturation au niveau de la race. Quant au fragment ou la famille des gènes codant pour la partie constante, le changement de classe s'effectue lors du switch. Le processus de switch ou de commutation isotypique est un processus qui va s'effectuer au niveau du centre germinatif. Après l'activation du lymphocyte B et la formation du centre germinatif, les centroblastes, qui sont des cellules B activées, vont passer au niveau de la zone claire et à ce niveau-là va s'effectuer, ou plutôt au niveau de cette zone, entre la zone sombre et la zone claire, va s'effectuer le processus de commutation isotypique qui va permettre de changer la classe de l'immunoglobuline. Donc, on va changer le fragment constant qui va passer de la chaîne mu vers une autre chaîne selon la nature de l'agent pathogène. Grâce à ce processus, la réponse immunitaire va changer. Au cours de la réponse immunitaire primaire, on a la sécrétion d'immunoglobulines d'isotype IgM. Et lors de la réponse immunitaire secondaire, grâce au switch, on aura des immunoglobulines de classes différentes. Bien sûr, il y a une différence entre la réponse immunitaire primaire et secondaire dans le délai de réponse, son amplitude, et on voit ici l'isotype de l'anticorps produit. On voit que ça a changé de la réponse primaire vers la réponse secondaire. Donc on a un changement de classe de l'immunoglobuline. De cette organisation génétique particulière d'immunoglobuline, on dégage trois notions différentes: l'isotypie, l'allotypie et l'idiotypie. L'isotypie est définie comme étant la caractéristique qu'ont les immunoglobulines de se présenter sous forme de plusieurs classes et de plusieurs isotypes. On a ainsi 5 classes différentes d'immunoglobulines qui sont définies par la nature de la chaîne lourde, la partie constante de la chaîne lourde. Donc la notion d'isotypie concerne la partie constante de la chaîne lourde. Ça définit les 5 classes IgG, IgA, IgM, IgE et IgD.
et les sous-classes des immunoglobulines. On va parler de la notion des sous-classes d'immunoglobulines. On a les sous-classes pour les IgG et pour les IgA. 4 sous-classes pour les IgG, IgG 1, 2 et 4. Et 2 sous-classes pour l'IgA, IgA A1 et IgA A2. On a 2 isotypes pour les chaînes légères, kappa et lambda. Donc l'isotypie concerne la partie constante des chaînes lourdes et des chaînes légères. La notion d'allotypie se caractérise par cette diversité qui touche toujours les parties constantes, des chaînes légères et des chaînes lourdes. C'est un peu la notion du polymorphisme. Pour l'isotypie, cette notion explique la diversité de la partie constante présente dans l'ensemble des immunoglobulines d'un même individu. Alors que pour l'allotypie, ce sont les différences qui touchent les parties constantes des immunoglobulines de la chaîne lourde et de la chaîne légère au sein de l'espèce. C'est-à-dire que si on prend les IgG de 2 individus différents, en ce qui concerne la partie constante, on peut avoir des différences génétiques. Ceci donc définit le polymorphisme. L'idiotypie, c'est la caractéristique de retrouver des immunoglobulines de spécificité différentes chez l'individu, chez le même individu d'une espèce. Ça définit également la notion de clonotypie, c'est-à-dire que ça définit le clone cellulaire auquel appartient cette immunoglobuline. Donc, maintenant, on a terminé avec la structure et la génétique des immunoglobulines. On va voir ensemble les caractéristiques et les fonctions des immunoglobulines. La conclusion qu'on peut tirer de cette première partie de ce cours, c'est que les immunoglobulines sont des glycoprotéines. Il existe 5 classes d'immunoglobulines qui présentent une diversité importante au niveau de l'organisme. La base génétique de cette diversité tire son origine de la structure génétique particulière des immunoglobulines. Le changement de classe de l'immunoglobuline va s'effectuer lors du processus de commutation isotypique au cours de la réponse immunitaire humorale adaptative, ce qui va donner les différentes classes. L'existence de différentes classes n'est pas un processus qui est aléatoire. Il y a des raisons derrière cette commutation isotypique, parce que chaque classe d'immunoglobuline a une fonction différente. Les immunoglobulines sont généralement sécrétées sous forme monomérique. Les exceptions sont pour l'IgM et l'IgA qui pour la plupart du temps sont sécrétés sous forme polymérique. Rappelez-vous, l'association ou la polymérisation se fait par la chaîne J ou la protéine J produite par le plasmocyte et qu'au niveau des sécrétions, les immunoglobulines sont protégées par la pièce sécrétoire produite par des cellules au niveau de la muqueuse intestinale et non pas par le plasmocyte. Chaque classe d'immunoglobulines présente ses caractéristiques. Une teneur en glucides différente, une demi-vie différente, un poids moléculaire différent. Ainsi, on note que l'IgM pentamérique, parce qu'elle est présente après sécrétion sous forme d'un pentamère, elle a le poids moléculaire le plus élevé. Et le nombre de valences, c'est-à-dire les sites de liaison possibles avec l'antigène, le plus élevé. L'immunoglobuline qui présente la concentration la plus importante au niveau du sérum, c'est l'IgG. Et qui a aussi d'autre part, l'IgE présente la demi-vie la plus courte. Et c'est celle qui a la teneur la plus élevée en glucides. Chaque immunoglobuline se caractérise aussi par
des caractéristiques fonctionnelles ou des propriétés différentes. Toutes les immunoglobulines, avant d'exercer le pouvoir effecteur, doivent reconnaître l'antigène qui était responsable de leur formation. C'est la notion de spécificité antigène-anticorps. Et c'est aussi la fonction anticorps des immunoglobulines. Elle est portée par le fragment FAB impliqué directement dans la liaison à l'antigène. Au niveau de l'anticorps, la partie responsable de liaison à l'antigène s'appelle le paratope. Elle a son équivalent qui est appelé l'épitope sur l'antigène. La liaison antigène-anticorps est une liaison très spécifique. Ceci n'exclut pas l'existence de réactions croisées par ailleurs. On voit ici, en structure tridimensionnelle, la liaison de l'antigène à l'anticorps. C'est cette partie seulement qui est engagée dans la liaison. Donc, toute la structure de l'antigène, qui est une mosaïque d'épitopes, elle va s'associer par une toute petite partie qui est l'épitope avec l'anticorps dans la partie qui est appelée le paratope. Bien sûr, qui est portée par la partie variable de la chaîne lourde et de la chaîne légère. C'est le site de liaison de l'anticorps avec l'antigène. Au sein de la structure de l'immunoglobuline, ce n'est pas toute l'immunoglobuline qui va reconnaître l'antigène, mais plutôt la petite partie qu'on a vue tout à l'heure. Donc, la partie variable. Et ce n'est pas tout le domaine variable qui va entrer en liaison avec l'antigène, ce sont seulement une dizaine d'acides aminés ou la partie qu'on appelle hypervariable. Il y a 3 zones hypervariables sur la chaîne lourde et 3 sur la chaîne légère. Et on a en tout 6 parties ou zones hypervariables, ce qui est appelé aussi Complementary Determining Region ou les CDR. Le reste de la partie variable s'appelle les frameworks. Les frameworks, ce sont les parties qui vont soutenir la structure tridimensionnelle du site de liaison avec l'antigène. Et on a ainsi le modèle de la clé et la serrure, épitope avec le paratope. Quand on a donc analysé toutes les parties variables des immunoglobulines, on a vu qu'il y avait des parties variables, mais des parties hypervariables. Les parties hypervariables, ce sont celles qui sont impliquées dans la liaison avec l'antigène. Ça va garantir une spécificité de plus en plus importante. Et on considère la liaison de l'antigène avec l'anticorps comme une liaison des plus spécifiques qui puissent exister. La fonction maintenant de reconnaissance va permettre de distinguer chaque antigène d'un autre. Ainsi, ceci va garantir que l'anticorps va reconnaître spécifiquement l'agent pathogène et il va le détruire de manière spécifique. Pour détruire l'agent pathogène, il ne suffit pas seulement de le reconnaître, mais il faut exercer des fonctions biologiques pour entraîner sa destruction. La partie effectrice ou la partie responsable de l'élimination de l'agent pathogène, c'est la partie constante de l'immunoglobuline. Elle est portée par le fragment Fc. Le fragment Fc, c'est la partie constante de la chaîne lourde. Cette partie, on a vu qu'elle diffère d'une classe d'immunoglobuline à l'autre et chaque classe aura ainsi une propriété différente. On commence par l'immunoglobuline G. Pourquoi on va commencer par l'immunoglobuline G? Parce que déjà, c'est la première immunoglobuline découverte. Toutes les études qui ont été menées sur les immunoglobulines ont été effectuées en fait sur les IgG.
Et c'est aussi la classe majeure au niveau du sérum. L'IgG représente plus de 70% de toutes les immunoglobulines sériques humaines. Elle a une concentration d'environ de 8 à 12 grammes par litre. L'IgG est le plus souvent sécrété sous forme monomérique, avec un domaine variable sur la chaîne lourde et 3 domaines constants. Donc, un domaine variable sur la chaîne lourde et 3 domaines constants. Elle peut être associée soit à une chaîne légère d'isotype kappa ou d'isotype lambda. L'IgG existe sous forme de sous-classes. Donc, on a 4 sous-classes de l'IgG, numérotées de 1 jusqu'à 4. Les sous-classes de l'IgG sont présentes aussi toutes sous forme monomérique. L'IgG3 se caractérise par une région charnière très longue, ce qui augmente sa sensibilité à la protéolyse. La sous-classe majeure, c'est l'IgG1, représente 70% de l'ensemble des IgG, suivi par l'IgG2, puis 3, puis 4. Ainsi, lorsqu'on a un déficit en IgG, il faut chercher est-ce qu'il touche une ou deux ou trois sous-classes, ou est-ce qu'il touche donc seulement une sous-classe. Quelles sont les caractéristiques fonctionnelles ou biologiques de l'IgG? L'immunoglobuline G se caractérise par la diversité de fonctions effectrices qu'elle peut exercer. Premièrement, on a l'ADCC ou la cytotoxicité cellulaire dépendante. La cytotoxicité cellulaire dépendante des anticorps ou l'ADCC. Cette notion représente la capacité de destruction d'un agent pathogène reconnu par l'immunoglobuline G par une cellule cytotoxique. La cible antigénique ici est une cellule. Elle est reconnue spécifiquement par l'antigène grâce à la partie grâce au fragment FAB, donc la partie variable. Suite à cette reconnaissance, l'élimination de cette cellule se fera par une autre cellule du système immunitaire qui va reconnaître la partie constante de l'IgG. Alors ici, on a le récepteur de l'ADCC qui est le Fc gamma récepteur, c'est-à-dire le récepteur qui reconnaît la partie constante de l'IgG. Ensuite, la cellule va détruire sa cible par cytotoxicité en déversant un contenu enzymatique qui va entraîner la lyse de la cellule. Cette propriété, bien sûr, présente de nombreux avantages. Elle peut être utilisée dans la destruction des cellules tumorales et des cellules infectées par les virus. Donc l'ADCC, c'est surtout que lorsque la cible de l'anticorps est une cellule. C'est le cas le plus souvent des tumeurs et des infections virales. La deuxième propriété de l'IgG, c'est l'opsonisation. L'opsonisation représente une promotion de la phagocytose. Ici, contrairement au premier cas, la cible antigénique n'est pas une cellule entière, mais plutôt un micro-organisme tel qu'une bactérie isolée. La reconnaissance de l'antigène par l'anticorps sera suivie par son élimination grâce à une cellule phagocytaire. Toujours grâce à l'expression du récepteur du fragment constant de l'IgG, la cellule phagocytaire va ainsi phagocyter tout le complexe anticorps-antigène, et ceci permet d'éliminer notamment les agents pathogènes qui peuvent résister à une phagocytose normale. La troisième caractéristique de l'IgG, c'est l'activation du système du complément par la voie classique. Le système du complément est un ensemble de protéines qui se trouvent dans le sérum. Elles s'activent en cascade pour aboutir à la formation d'un complexe d'attaque membranaire. Le système du complément s'active essentiellement par 3 voies, la voie classique, la voie alterne et la voie des lectines. Les complexes immuns antigènes-anticorps peuvent activer le complément par la voie classique.
L'IgG est parmi les immunoglobulines qui peuvent activer le système du complément. Donc, la reconnaissance de l'antigène par l'anticorps sera suivie par l'activation de la première protéine de la voie classique du système du complément, c'est le C1, qui est formé du C1Q, C1R, C1S. Ensuite, la cascade va aboutir à la formation du complexe d'attaque membranaire. Il faut signaler que les différentes classes d'immunoglobulines G n'ont pas toutes les mêmes caractéristiques. Par exemple, l'IgG1 et l'IgG3 activent de façon efficace le système du complément, alors que l'IgG2 et l'IgG4 activent peu ou presque pas le système du complément. La quatrième caractéristique de l'IgG, c'est le transfert placentaire ou le passage transplacentaire. Les IgG en fait possèdent des récepteurs sur le trophoblaste et donc ce sont les seules immunoglobulines qui peuvent traverser le placenta, ce qui va se traduire par leur présence chez le nouveau-né donc après la naissance. C'est les seules immunoglobulines qui sont détectées au niveau de la circulation de l'enfant ou du nouveau-né. C'est donc les IgG maternels qui vont passer de la mère chez le fœtus au cours de la grossesse et qui vont se retrouver dans la circulation du nouveau-né après la naissance. Ce transfert est accéléré au cours du 3e trimestre de la grossesse. Les IgG présentent également la caractéristique de se fixer sur les tissus hétérologues. Cette propriété est parfois gênante, surtout lorsqu'on effectue des tests à la recherche d'IgG sur des tissus hétérologues. Donc, ils peuvent se fixer de manière non spécifique sur des tissus appartenant à d'autres espèces, ce qui peut constituer parfois une gêne lors de l'interprétation ou des lectures de résultats. On passe maintenant à la deuxième classe d'immunoglobulines qui est l'IgA. En matière de prédominance, les IgA viennent après les IgG au niveau du sérum, mais c'est les immunoglobulines prédominantes des sécrétions. Donc au niveau des sécrétions, des muqueuses essentiellement, l'IgA c'est l'immunoglobuline qui prédomine. On a deux sous-classes d'IgA, l'IgA-A1 et l'IgA-A2. On retrouve donc les IgA dans le sérum et dans les sécrétions. Comme l'IgG, l'IgA peut s'associer à la chaîne légère kappa ou lambda. Elle a elle aussi un domaine variable et 3 domaines constants pour la chaîne lourde, un domaine variable et un domaine constant pour la chaîne légère. C'est l'immunoglobuline qui est produite en concentration la plus élevée, bien sûr, comme on a dit, au niveau des sécrétions. L'IgA est sécrétée sous forme de dimère, de tétramère ou de trimère. Elle est assemblée par la chaîne J et protégée au niveau des sécrétions par la pièce sécrétoire. L'IgA sérique, elle est présente dans le sang. L'IgA-A1, c'est l'immunoglobuline sérique la plus dominante. Elle a cette structure, donc deux molécules d'IgA rassemblées par la chaîne J. L'IgA sécrétoire, représentée majoritairement par le sous-classe IgA-A2, sécrétée elle aussi sous forme de polymère, le plus souvent un dimère, associée par la chaîne J et protégée par la pièce sécrétoire. Elle se retrouve dans la salive, dans les larmes, dans le colostrum, le lait, la bile. Elle se retrouve donc dans le lait maternel, ce qui favorise ou ce qui va conférer une protection au nouveau-né qui est bien sûr allaité de façon naturelle. C'est l'immunoglobuline qui protège les muqueuses. Alors l'IgA, elle est produite essentiellement au niveau des muqueuses. Elle est sécrétée par le plasmocyte, rassemblée par la pièce sécrétoire, par la chaîne J. Ensuite, elle va traverser les cellules épithéliales par transcytose pour, grâce au récepteur des immunoglobulines polymérisées ou le poly-Ig récepteur, elle sera déversée dans la lumière intestinale, par exemple, ici c'est la muqueuse intestinale, elle va se retrouver dans la lumière intestinale. Regardez, la pièce sécrétoire
c'est ce qui reste du récepteur des immunoglobulines polymérisées. Il va conférer la protection à l'IgA parce que ici dans la lumière intestinale, on a plusieurs enzymes qui sont produites, ce qui peut altérer la structure de l'IgA. L'IgA est une immunoglobuline qui ne fixe pas le complément comme l'IgG. Elle ne traverse pas la barrière placentaire, elle n'exerce pas la DCC ni l'opsonisation. Les propriétés de l'IgA essentielles, c'est l'élimination de l'agent pathogène par neutralisation. Si on revient au schéma précédent, l'IgA ici va se lier aux différents agents pathogènes qui sont apportés régulièrement dans nos produits alimentaires et elles vont les empêcher de se fixer ou de s'adhérer à la paroi intestinale. Elles vont les éliminer dans la matière fécale, donc c'est une neutralisation de l'agent pathogène. On dit que l'IgA, elle a également des propriétés plutôt anti-inflammatoires. Elle joue un rôle ainsi important dans l'établissement de la tolérance. Ainsi, le plus souvent, le déficit en IgA est associé à la maladie cœliaque qui est une intolérance au gluten. Donc, ce qui explique le rôle important ou neutralisant important de l'IgA pour empêcher la rencontre de certains produits avec le système immunitaire. L'IgM est une immunoglobuline qui se trouve essentiellement dans le sérum. L'IgM est sécrétée sous forme de pentamère, mais elle est exprimée sous forme de monomère à la surface du lymphocyte B sous forme de BCR, le fameux récepteur BCR. Quand elle est sécrétée, c'est un pentamère qui est stabilisé par toujours la chaîne J. L'IgM présente 4 domaines constants et un domaine variable sur la chaîne lourde et se caractérise par l'absence de la région charnière. Puisqu'elle existe sous forme de pentamère, elle représente le nombre de valences le plus élevé, c'est-à-dire le nombre de sites de liaison à l'antigène le plus élevé. Donc plus de 5 possibilités de liaison avec l'antigène. C'est l'immunoglobuline qui a le poids moléculaire le plus important. L'IgA active le complément par la voie classique. Elle active de façon plus efficace le complément que l'IgG. Elle ne traverse pas le placenta. Elle n'exerce pas d'opsonisation. Elle exerce bien évidemment la neutralisation comme tous les immunoglobulines. Sa fonction essentielle, c'est surtout l'activation du complément par voie classique. L'IgM, c'est la première immunoglobuline qui est produite chez le nouveau-né. Alors ici, c'est une comparaison entre l'IgM et l'IgG dans l'activation du système du complément. On estime que pour activer le complément par la voie classique, il faut activer au moins 2 têtes de la molécule C1Q. Comme l'IgG est monomérique, il faut au moins 2 molécules d'IgG pour activer le complément par la voie classique. Par contre, pour l'IgM qui est pentamérique, il suffit d'une seule IgM pour activer le complément, ce qui explique la plus grande efficacité de l'activation du système du complément par l'IgM par rapport à l'IgG. On passe à l'IgD. L'IgD est une immunoglobuline qui est relativement peu connue par rapport aux autres classes. Ce qu'on connaît sur l'IgD, c'est que c'est une immunoglobuline qui est sécrétée sous forme de monomère. Elle présente une région charnière, donc 3 domaines constants et un domaine variable. L'IgD est exprimé au niveau de la rate lors des étapes de maturation du lymphocyte B sous forme de récepteur BCR à la membrane du lymphocyte B. On retrouve l'IgD au niveau du sérum à des taux très faibles. Elle a une concentration très faible, moins de 1% de l'ensemble des immunoglobulines. Elle a également une demi-vie très courte.
Sa fonction essentielle, c'est qu'elle contribue probablement à la signalisation via le BCR. Également, on lui a attribué un rôle au cours de la grossesse, puisqu'on a remarqué que son taux augmentait lors de la grossesse. Et beaucoup de choses restent à éclaircir sur cette classe d'immunoglobulines. La dernière classe, c'est l'IgE, et c'est aussi l'immunoglobuline qui a été découverte en dernier. L'IgE se caractérise par une chaîne lourde d'isotype ou de type epsilon. L'IgE, comme l'IgM, présente 4 domaines constants et un domaine variable et se caractérise par l'absence de la région charnière. L'IgE, c'est l'immunoglobuline la moins abondante au niveau du sérum et qui a la demi-vie la plus courte. Les fonctions biologiques de l'IgE, c'est essentiellement la dégranulation des mastocytes par l'expression de récepteurs du Fc, fragment constant de l'IgE, sur les cellules mastocytaires et sur les polynucléaires basophiles. Ça permet leur dégranulation et le déversement du contenu granulaire qui contient essentiellement de l'histamine. C'est pour ça l'IgE, elle est impliquée dans les phénomènes allergiques ou d'hypersensibilité de type 1. L'IgE, c'est également l'immunoglobuline qui est impliquée dans la défense antiparasitaire, puisqu'elle permet également de dégranuler les polynucléaires éosinophiles. En résumé, on a donc 5 classes d'immunoglobulines ayant des caractéristiques fonctionnelles physico-chimiques différentes. L'IgG, c'est l'immunoglobuline la plus prédominante. C'est la première immunoglobuline produite par le nouveau-né et celle qui présente les fonctions biologiques les plus diversifiées. C'est la seule immunoglobuline qui peut traverser le placenta. L'IgM est une immunoglobuline qui a pour propriété essentielle l'activation du système du complément. Pardon, c'est l'IgM qui est la première immunoglobuline produite par le nouveau-né. Je pense que parce que tout à l'heure j'ai dit que c'était l'IgG, c'est l'IgM qui est la première immunoglobuline produite par le nouveau-né. L'IgA, c'est l'immunoglobuline la prédominante au niveau des sécrétions. Elle permet de neutraliser les agents pathogènes. L'IgD et l'IgE sont de découvertes plus récentes. Elles sont présentes sous forme de traces au niveau du sérum. L'IgE, c'est l'immunoglobuline de l'hypersensibilité de type 1 et elle médie la dégranulation des mastocytes. On passe maintenant à l'ontogénie des immunoglobulines, c'est-à-dire la chronologie de synthèse des immunoglobulines au cours de la vie. Toutes les immunoglobulines ne sont pas produites en même temps. Pour les IgG, leur taux à la naissance, c'est le plus élevé. Il ne s'agit pas des IgG du nouveau-né, mais plutôt d'IgG de la mère qui ont traversé le placenta et qui sont passés au niveau de la circulation du nouveau-né au cours essentiellement du 3e trimestre, donc chez le fœtus, et après la naissance. Les IgG vont par la suite commencer à se produire chez le nouveau-né après quelques mois de la naissance pour atteindre le taux de l'adulte vers l'âge de 2 ans. Pour l'IgM, c'est les premières immunoglobulines qui vont se produire chez le nouveau-né. Cette production va commencer depuis la naissance et atteindre les taux de l'adulte après l'âge de 1 an. Pour l'IgA, l'IgD et l'IgE, leur production commence un peu plus tard et le taux de l'adulte ne sera atteint que vers l'âge de 10 ans. Donc, avant de parler d'un déficit, il faut considérer d'abord l'âge de l'enfant pour parler d'un déficit en une classe particulière d'immunoglobulines. Donc, on voit que à la naissance, le taux des IgG va commencer à diminuer. Il s'agit des IgG maternels. Ensuite, après quelques mois, les IgG du fœtus ou du nouveau-né, vont commencer à augmenter. L'IgM, sa synthèse sera
c'est l'immunoglobuline qui sera synthétisée le premier par le nouveau-né et son taux va augmenter après la naissance jusqu'à atteindre le taux de l'adulte. Pour l'IgA, l'IgD et l'IgE, cette synthèse va commencer elle aussi après la naissance pour atteindre le taux de l'adulte un peu plus tardivement que les deux autres classes. On termine ce cours par quelques états pathologiques liés aux immunoglobulines. On a soit les hypergamma-globulinémies ou les hypogamma-globulinémies. Les hypergamma-globulinémies, c'est l'augmentation du taux des immunoglobulines au niveau du sérum, essentiellement du sérum. Donc, soit on a une augmentation polyclonale, c'est essentiellement quand on a une réaction inflammatoire, qui est normale pour défendre l'organisme, ou bien une hypergamma-globulinémie monoclonale. Celle-ci reflète le plus souvent une prolifération d'un clone au détriment des autres clones. Cette augmentation monoclonale peut refléter soit un état de prolifération bénigne comme les MGUS ou les gammapathies monoclonales de signification indéterminée, ou bien elle peut représenter un état pathologique plus grave qui reflète un processus malin. C'est le cas des syndromes lymphoprolifératifs, notamment on peut citer l'exemple de la maladie de Calère ou le myélome multiple. Les états d'hypogamma-globulinémie sont retrouvés essentiellement dans les déficits immunitaires, essentiellement primitifs. On peut avoir un déficit de l'immunité humorale qui va se traduire par la diminution d'une classe ou de plusieurs classes d'immunoglobulines, ce qui va exposer le sujet ou le patient à des infections à répétition ainsi que d'autres symptômes qui seront revus dans le cours des déficits immunitaires primitifs. On peut explorer les immunoglobulines par différents tests. L'électrophorèse des protéines sériques, les immunoglobulines migrent dans la zone gamma. On peut faire aussi le dosage pondéral de classes et de sous-classes d'immunoglobulines, comme on peut faire l'exploration génétique directement, notamment dans les états de déficit. Et c'est tout pour ce cours. Je vous remercie pour votre attention.